D'abord, la France, permettez-moi de vous le dire, sous l'impulsion du président Sarkozy, a pris une décision invraisemblable. Ce sujet est tellement complexe et vital, et son évolution doit être faite tellement rapidement que le président a décidé de doter la France du premier outil d'ingénierie publique du monde pour affronter le XXIe siècle. Il a considéré, le président, que pour accélérer cette mutation heureuse, il fallait arrêter de discuter de l'urbanisme avec le ministère de l'Urbanisme et du Logement pour la vallée de la Seine, que les voies navigables discutaient de voies navigables, que les spécialistes de l'eau, de la qualité de l'eau de la Seine, que la direction des ports allait discuter des ports, que la direction des transports allait discuter de la voie de chemin de fer Rouen-Le Havre, et qu'en réalité, il fallait qu'il y ait une ingénierie publique de la gestion des complexités des boucles de la Seine, comme un formidable projet allant de Paris-Port, Paris-Capitale, Grand Paris, au vaste monde par le port du Havre, et utiliser cette Seine comme un élément d'urbanisme, de mutation de l'agriculture, de gestion des flux, de réorganisation du tissu urbain et du tissu rural, bref, un véritable projet de complexité. La France s'est dotée du premier outil d'ingénierie publique au monde. La Chine est en train de faire à peu près la même chose, qui regroupe un seul outil ministériel, pas 5 ministères regroupés par un ministre d'État qui ferait une forme de tutelle, non. Un seul ministère qui gère l'ensemble de la complexité pour pouvoir faire cette mutation. Et si je peux donner un exemple qu'on vient de vivre, les voitures décarbonées. Il y a 2 ans, les voitures décarbonées étaient un sujet de niche. Nous sommes un pays qui est un grand constructeur mondial, un grand assembleur. Peu de pays ont 2 grandes compagnies internationales, à défaut d'être mondiales, de mass market. Et on avait le débat sur aller vers des voitures moins émettrices. Et au fond, les 2 constructeurs français, contrairement à des idées reçues, sont 2 constructeurs qui produisaient des voitures peu émettrices de CO2 si on regarde la production mondiale. 2 sur les 3 premiers, c'est-à-dire l'ensemble du parc, plutôt sobre en carbone et en besoin énergétique. Et pour autant, la grande question est de savoir vers quel type de mobilité individuelle et familiale nous allons. Nous avons lancé le bonus-malus écologique, qui au fond est une hérésie capitaliste, puisque ça consiste purement et simplement à augmenter artificiellement, pourront dire certains, le prix de la voiture très émettrice et prendre cet argent pour réduire artificiellement, en tous les cas de manière publique, le prix d'un produit peu émetteur de CO2. Tous les calculs qui avaient été faits par les constructeurs comme par un certain nombre de spécialistes disaient, voilà, en gros on connaît le coût l'impact de la réclame. Quand on fait 350 € de moins sur une voiture, on sait ce que ça déplace sur le marché. Ça devait déplacer 2% du marché. 2 disait l'un, 2,4 disait l'autre. Ça a déplacé 52% du marché. N'en déplaise à certains, les voitures vendues en France gagnent 1 gramme de CO2 par mois, quand on gagnait il y a 3 ans, enfin la décennie précédente, 1 gramme de CO2 par an. Et là, on a bien vu qu'on rencontrait quelque chose qui dépassait le strict impact de la mesure. Quelque chose qui touchait... moi, je ne saurais pas dire quoi. On a essayé toutes les explications. Nos amis espagnols ont fait le malus. Nos amis italiens ont fait le bonus. L'impact était 2%. Donc ce n'est pas un problème financier.
le concept de bonus-malus touche quelque chose de beaucoup plus essentiel et vital sur la projection qu'on a de soi-même, sur la ringardisation d'ailleurs d'un certain nombre de comportements, et sur une forme de croyance au fond dans l'avenir. Alors la France, d'abord elle s'est organisée comme ça. Ensuite le président s'est dit, c'est un sujet qui est pour l'instant politisé, on va le dire comme ça. Il faut le faire partager par toute la société. Il a lancé Grenelle de l'environnement. L'idée, c'était quoi? Si on veut aller vers cette mutation heureuse et rapide, et sans drame, il faut que les entreprises françaises, les organisations syndicales françaises, les collectivités territoriales françaises, la société civile, l'État et le Parlement, essaient de bâtir ensemble ce projet des 20 ou 25 prochaines années. C'est assez amusant parce que l'ayant vécu, je vois l'effet miroir incroyable. On a l'impression que le Grenelle, c'était un débat entre les ONG et le gouvernement, hein, à peu près. Formidable, habile ce Borloo. Il a réussi à ce qu'il reste jusqu'au bout. C'était pas ça le Grenelle. C'est comment, avec les agriculteurs, on gère la mutation de l'agriculture française. Est-ce que finalement le coût des intrants et le coût de l'énergie n'est pas une impasse? Est-ce que l'agriculture n'a pas intérêt à améliorer sa compétitivité par moins d'intrants? De devenir soi-même producteur d'énergie locale ou localisée? Faire des diagnostics énergétiques? Quelle est la situation de la sidérurgie française? La situation de la pêche française? La situation des grands secteurs professionnels du bâtiment? On l'a bâti avec les constructeurs français, avec les architectes français, avec les thermiciens français. C'est un énorme programme de développement économique et industriel de la France que ce Grenelle de l'environnement. Ensuite, la nation se réunit au Parlement et valide. Et en réalité valide dans le respect des droits du Parlement, bien entendu, à l'unanimité d'ailleurs. Et au fond, c'est quoi le Grenelle? C'est tout simplement comment on construit, comment on produit, comment on consomme raisonnablement pour continuer à avoir un progrès social et humain de plus en plus joyeux. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est l'organisation rationnelle, scientifique, par des investissements rentables pour l'avenir de notre pays. J'ai lu des articles d'un certain nombre d'entre vous dans la salle. Je les ai encore en tête. Grenelle, une folie. 440 milliards de dépenses. La compétitivité de la France, les finances publiques. Et vous l'avez bien lu, le Grenelle? Vous l'avez bien lu? En quoi on attaque la compétitivité de la France? En proposant que les agglomérations françaises soient irradiées de transports collectifs sobres, confortables, rapides et sécures. En quoi le fait d'avoir des sorties ferroviaires des ports, 92% des sorties de port par camion en France, vous voyez le désastre. Alors qu'il n'y a rien de plus simple, c'est le meilleur client le port, pour le transport ferroviaire. C'est le meilleur client, tout arrive là. 92%, la moyenne européenne est à 40%. Investir un peu dans l'interland des ports, faire, en passant d'ailleurs la réforme portuaire, qu'on peut faire parce qu'on investit dans le port et parce qu'on y croit. Est-ce que c'est déraisonnable de penser qu'il faut mettre une autorité de régulation ferroviaire, parce qu'au fond le transport c'est d'abord un sillon, et que le sillon il n'était pas très bien partagé, et qu'il faut investir sur ces sillons? Est-ce que vous vous souvenez du rapport de l'université suisse sur l'état des sillons français? La France, championne du monde des chemins de fer au début du siècle. Est-ce que c'est déraisonnable d'investir dans la voiture décarbonée? Est-ce que c'est déraisonnable de mettre des prêts à taux zéro pour les foyers, pour qu'ils puissent faire des économies d'énergie? Citez-moi une dépense qui ne soit pas rentable.
c'est-à-dire un investissement qui ne soit pas rentable. Le Grenelle est un contributeur net au budget de l'État. Le Grenelle est un contributeur net aux emplois en France. On avait fait faire les études par nos équipes, puis par l'INSEE, puis finalement, on s'est dit qu'un cabinet extérieur pourrait le valider ou l'infirmer. On l'a fait faire par Boston Consulting Group. Je vous renvoie à ces travaux. Immédiatement contestés, bien entendu. Les bonnes nouvelles, rationnelles, ont toujours quelque chose de suspect dans ce pays.